combinaison des moyens employés et leur mutualisation avec certains de nos alliés contribue à dissiper les définitions traditionnelles. Parfois, c'est un renseignement d'origine française qui permet de localiser un ennemi, avant que les commandos du SA ou militaires le traquent, puis qu'un missile largué par un Mirage français ou par un drone l'élimine. Toutes ces réactions instructives m'ont incité à poursuivre mon investigation. Depuis cette première édition, j'ai également pu recueillir de nombreux nouveaux témoignages, ainsi que des documents parfois inédits qui sont venus étayer, préciser, amender, voire corriger des détails, et surtout compléter mon éclairage sur cette face cachée de la République. Voilà qui motive en bonne partie cette nouvelle édition enrichie. Par ailleurs, interrogé mi-2015 sur le sujet, en référence tacite à mon livre par mes confrères Gérard Davet et Fabrice Lhomme, François Hollande leur révéla qu'il avait bien ordonné des mesures de vengeance et donné des consignes d'élimination contre des ennemis de la France, au moins 4, précisa-t-il. Ces déclarations provoquèrent un tollé, non pas sur le fondement controversé de telles opérations, mais sur leur divulgation par un président de la République en fonction, chef des armées et théoriquement gardien du secret défense. Un président ne devait pas révéler la réalité des opérations au mot. La DGSE et les états-majors en sont, m'a-t-on dit, restés quoi? Et le fait que les deux journalistes aient pu consulter un document daté du 7 mars 2014, comportant 17 noms d'objectifs, une sorte de kill list entre les mains du président, que j'évoquais dans mon livre, les a également choqués. En l'occurrence, le contenu de cette liste n'a pas été divulgué. Mais la confirmation de son existence, en plus des confidences de François Hollande, est venue corroborer mes propos, à savoir que l'État établissait des listes d'ennemis à neutraliser, que le président en avait connaissance et qu'il pouvait donner son aval à des opérations d'élimination, qu'elles soient clandestines ou militaires, conduites par la France ou par certains de ses alliés. D'autres événements m'ont également conduit à prolonger mon enquête. Depuis 2015, la France a été durement frappée par le terrorisme djihadiste, principalement par les attentats de janvier et novembre 2015 à Paris, qui ont précédé la sombre série des attaques, Nice, Magnanville, Saint-Étienne-du-Rouvray, Marseille, Strasbourg, Trèbes, Paris, etc., qui n'a guère cessé depuis lors, renforçant la posture sécuritaire, voire vengeresse, de l'opinion et de l'engagement des présidents successifs dans une guerre totale contre le terrorisme islamiste. Par conséquent, les opérations ciblées se sont multipliées, avec l'aval des plus hautes autorités de l'État. Tout au long de ces dernières années, j'ai approfondi ces sujets qui soulèvent de graves questions sur leur légalité, ainsi que sur leur efficacité dans des contextes régionaux de plus en plus compliqués. Au Sahel, après les succès initiaux de l'opération Serval lancée début 2013 au Mali, la situation s'est progressivement dégradée, provoquant une surenchère d'opérations visant des chefs des groupes armés terroristes, menés principalement par les commandos des forces spéciales et des moyens militaires plus classiques, avec un effacement relatif de la DGSE. Pourtant, cette chasse au scalp n'a pas empêché la reconstitution permanente des groupes ennemis, sur fond de rivalité entre les différentes mouvances islamistes, de trafic, de corruption, d'États faillis, de frontières poreuses et de conflits ethniques. Les opérations ciblées, tout comme les moyens conventionnels, ont atteint leurs limites, avec des effets plus tactiques que stratégiques. Sur le front du Levant, le califat autoproclamé de l'organisation État islamique, qui a régné sur une partie de la Syrie et de l'Irak entre 2014 et 2019, a suscité des vocations de 40 000 djihadistes venus d'une centaine de pays, dont des milliers de Français et d'autres francophones qui sont parfois repartis frapper leur terre d'origine. Face à ces menaces croissantes, et au risque de leur dissémination après les revers militaires de l'État islamique, la France, touchée de plein fouet, a voté de nouvelles lois, accentué ses dispositifs de défense et multiplié ses opérations de toute nature. Après un François Hollande guerrier, sans état d'âme, j'ai enquêté sur l'attitude d'Emmanuel Macron sur ces sujets depuis son élection en mai 2017. Les informations recueillies m'ont incité à reprendre la plume. Prologue, rencontre avec des tueurs. Dans ce chapitre, les prénoms des anciens agents que je cite, rencontrés entre 2012 et 2019, ont tous été changés pour des raisons de sécurité et d'anonymat. On a fait ce qu'il fallait. D'une phrase courte, Alain a résumé une partie de sa vie. Je l'ai croisé plusieurs fois ces dernières années, toujours dans des lieux publics.